Salut, c'est le Rewind, un rewind un peu exceptionnel et même très exceptionnel puisque nous accueillons aujourd'hui une légende du disco, une légende de la dance music, une légende de la musique tout court. Il est The One, il a une rocket in the pocket, il a une carrière longue de plusieurs décennies et son actualité est brûlante. On parle bien sûr de Marc Serron. Salut Marc. Ravi de vous accueillir dans mon petit studio Bah oui, on est chez où tout se toi, donc passe. à Paris, dans le centre de Paris, rive gauche, on n'en dira pas plus. Ce qu'on fait donc dans le Rewind, c'est qu'on fait une petite rétrospective avec 5 albums qui retracent un petit peu des étapes de la carrière de nos invités. Et bien pour toi, j'ai décidé de commencer avec, on va replonger dans les 70s avec Congas. Donc Congas, c'est ton premier groupe, ça c'est évidemment une L'un des albums réédition. qui me tient le plus à cœur. Alors explique-nous un petit peu comment est-ce que tu te retrouves donc avec ce groupe à commencer donc ta carrière discographique dans cette décennie Alors, tellement folle. j'étais un malade de batterie. Je démarrais à l'âge de 12 ans parce que très turbulent, ma mère m'a mis une carotte en me disant, parce que je me faisais virer des cours et après l'école. Et évidemment, je suis issu d'une famille modeste, avec beaucoup d'amour, mais modeste. Et si je me faisais virer de l'école communale, ma mère me dit on n'aura pas jamais les moyens de te mettre dans une école privée. Mais j'ai une petite carotte pour toi. Si tu te concentres un peu, si tu tiens sur toi, parce que je me faisais virer parce que je tapais partout, j'étais très turbulent. Et elle me dit je t'achèterai une batterie à la fin de l'année. Quelle idée! J'y avais même pas pensé moi-même. Je me disais pas je vais être batteur, c'est pas pour ça que je tapais partout. Et à partir du moment où elle m'a dit ça, je n'écoutais que les batteries dans ce que je pouvais entendre en radio. Et puis donc mordu, après j'ai évidemment eu ma batterie, j'ai commencé à avoir des groupes un peu à gauche, à droite. Et puis arrivé à 16 ans et demi, mon père me dit, écoute, tu peux pas vivre de musique, donc il faut que tu aies un métier derrière toi. Le jour où tu as un métier derrière toi, après tu fais ce que tu veux. Mais moi je veux avoir mon rôle de père. Pourquoi pas, surtout à l'époque. Et je lui dis, écoute, j'aimerais bien prendre l'école de coiffure, la haute coiffure, pour le cinéma, parce que c'est l'école qui était chère. Je me dis, il va jamais vouloir. Et il me dit oui. Donc je me fais cette année-là, en plus le week-end de jouer avec des groupes, je fais 2 saisons de haute coiffure et j'obtiens mon diplôme. Et là, mon père me dit, écoute, c'est très bien, tu vas aller en salon maintenant, et puis quand tu auras 25 ans, je trouverai un salon. Mais c'est pas ce qui était prévu. Donc ça s'est très mal passé. Il m'a enfermé dans ma chambre. Le lendemain matin, quand il est parti, j'ai cassé la fenêtre et je suis parti. J'ai fugué pendant 2 ans. Et là, j'étais de groupe en groupe. Et puis pour trouver un endroit, une de mes copines se faisait engager par Gilbert Trigano au Club Med. Je fais 3 saisons. Et ça se passe super bien. Et en fin de compte, je convainc Trigano dans une soirée. Pourquoi vous n'avez pas de groupes dans les villages? Il me dit, c'est-à-dire, ben, j'ai eu des groupes pour jouer au thé ou le soir, avant la discothèque, parce qu'il y avait déjà des discothèques. Et bref, on discute pour faire la version courte. Il me dit, tu saurais faire ça? C'est facile. On fait un répertoire, on fait répéter 10 guitaristes, 10 batteurs, on les forme, puis on les envoie. Il appelle un mec de la salle, il me branche, bref, version courte, je fais 3 saisons. Ça m'a permis de sélectionner les meilleurs claviers, meilleurs guitaristes, meilleurs bassistes que je trouvais. Et j'ai commencé j'ai fini au bout d'un an et demi parce que je me suis dit je vais finir chef de village, c'est pas mon but. Et je monte un groupe, Congas. Et on répète, on se fait un répertoire et on est au mois d'avril. Là, on rencontre 2 fabuleux percussionnistes qui nous amènent un peu plus au rock afro, parce que c'était très rock, surtout à l'époque, c'était en 72. Du coup, on devient afro-rock. Et puis, arrivé fin juin, on se dit salut, on avait un répertoire. On se retrouve au mois de septembre et puis on va trouver un manager, puis commencer à essayer de faire connaître le groupe. Et fin juillet, Eddie Barclay vient une fois, 2 soirs, 3 soirs. Le 3e soir, ma copine, quand je jouais, elle avait un chapeau melon, puis elle faisait la manche. Oui, au chapeau, c'est ça, j'allais dire. Voilà. Ça, c'était Et là, Eddie Barclay met un petit papier. Elle vient de me le dire à l'oreille pendant que je faisais des rythmes. Et en fait, il me disait, je vous attends, venez me rejoindre, après vous avez fini.
C'était une sommité, Barclay. On ne peut même pas l'expliquer, ça n'existe plus aujourd'hui, les mecs avec autant de pouvoir. Je vais le rejoindre et il me dit, écoute, tu joues bien, tu as du charisme, tu sais faire avec la foule, mais il te faut un groupe, viens déjeuner chez moi demain. Je n'ai pas le temps de lui dire que j'ai déjà un groupe. Je vais déjeuner chez lui le lendemain, il y avait plein d'artistes dans les piscines et tout, j'avais des yeux comme ça, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais donc 19 ans, 18 ans et demi. Et je lui explique, mais j'ai un groupe, et je lui explique toute l'histoire. Et je lui dis, faites-moi faire une audition au Papagayo, là, dans 8 jours, le temps que je fasse descendre mes potes. Et il le fait. On fait une audition, on cartonne tellement qu'on reste tout le mois d'août. Fin août, je signe mon premier contrat. Novembre, mon premier single sort, et boum, c'est un succès. C'est pour ça qu'on fête cette année 50 ans. Parce que on parle de cette période-là. Et la photo de la signature, elle est là-haut. Ouais, toute une époque. Là, on est dans les 70s là, qui commencent. Et ce groupe a eu une très, très, très belle vie. On a fait beaucoup de concerts, trop de concerts presque. Et donc, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté 1 an et demi parce que ça me manquait trop. Et je me suis dit, je vais faire un dernier album pour mes enfants, mes petits-enfants, pour montrer que dans mon jeune temps, j'avais fait de la musique. Et je fais la Vincy Minor. Et je ne fais aucune concession, tellement je suis sûr qu'on va en vendre 12. C'est-à-dire 16 minutes 30 de long, batterie très en avant, comme on n'avait jamais osé faire à l'époque. Pochette très sexy. Ça, c'est venu après, je t'ai expliqué, avec un beat comme ça, qui était en fait le beat que j'avais découvert avec Congas quand il partait en solo, parce qu'on faisait du show. À l'époque, c'était très chaud, tu sais, on cassait même le matériel à la fin, sautait en l'air. C'était toute l'époque Led Zeppelin, Deep Purple, tout ça, tu vois. Et ils faisaient des solos de percussion. Et pour leur donner une assise, pendant qu'ils étaient en solo, je faisais le... Voilà. C'est de là que j'ai découvert ce truc hyper efficace dont je me suis servi dans la Vincy Minor. Donc là, c'est vraiment, on est au tout début de ce qui va devenir le déferlement disco, musique qui va donc envahir le monde, dont tu es quand même un des pionniers, comme tu le rappelles. Et après la Vincy Minor, alors là, 2 ans après, voilà, le Ceron 3, la Supernature. Déjà, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer l'origine de cette couverture qui est assez iconique, qui a été beaucoup reprise par toi, par d'autres? Comment est-ce que tu as eu cette idée dingue de toi, avec ces espèces d'animaux Alors, comme avec la Vincy Minor, avant que je signe avec Atlantic aux US, évidemment, quand j'ai fini la production de l'album, j'ai essayé d'avoir un deal dans une maison de disques. Et impossible. Tout le monde me disait 16 minutes 30, ça passera pas en radio. J'avais beau leur expliquer qu'il y a un nouveau média qui arrivait, c'était les discothèques. On appelait discothèque. Hein. Après, on a coupé le mot en deux, mais discothèque. Ils ne comprenaient pas. Et en plus, une batterie ici en avant, ça n'avait pas de sens. J'avais beau leur dire, c'est mon album. Si j'étais saxophoniste, j'aurais mis du sax de partout. Bref, ça passait pas. Et comme tenu que j'étais tout seul, j'ai monté mon label Maligator. Et pour avoir des pochettes de disques, je n'avais pas des directeurs artistiques. Je n'avais pas comme un artiste aujourd'hui qui est entouré de plein de gens qui les protègent, qui mettent en exergue ce qu'il faut et cacher le reste. Moi, c'était brut de décoffrage. Donc j'avais des mecs je demandais des photographes qui m'amènent leur book. Puis je choisissais. C'est comme ça d'ailleurs, je suis tombé sur cette photo de Paradise, avec une nana sur le frigidaire. Qui a été d'un scandale planétaire parce que quand on a refait la photo, parce que j'ai dit au photographe, je prends ça, mais il faut la refaire et il faut que je sois dessus. Moi, j'étais accroupi et comme la position était extrêmement difficile, la fille, elle n'arrêtait pas de bouger. À un moment donné, le frigidaire s'ouvre. C'est vraiment véridique, je te raconte. Le frigidaire s'ouvre, un pot de yaourt tombe, parce qu'on était dans la cuisine du mec. Et je trouve ça génial. Le mec me dit non, bien sûr, c'est pas possible. Moi, je dis ok, bon, prends-la quand même. Évidemment, c'est celle-là que j'ai choisie à la fin. Sauf que tout le monde, tous les médias et tout le monde a dit mais comment il ose appeler un album Paradis de Céron, un frigidaire, une nana à poil dessus et un pot de coque par terre. C'était pas de la coque, c'était du yaourt. J'ai laissé faire.
Bah oui, c'était Bah, pour la j'ai laissé légende, faire. c'est excellent. Mais c'était de la provoque de folie. Comme tu l'as dit, il y a plein de trucs très originaux dans la façon dont tu as géré ta carrière. Déjà, le fait d'être un batteur sur le devant de la scène, c'était quelque chose d'assez inédit, parce qu'il y avait le solo de batterie dans le rock, qui était les 5 minutes de gloire, mais un batteur, c'était Quand j'y jamais pense vu. aujourd'hui, je crois qu'il faut déjà, on le sait, ça, que ce soit un grand sportif ou quelque chose qui t'amène à te surpasser, il faut avoir quand même une certaine dose pour oser faire ça, quoi. Je veux dire, des musiciens solos qui ont fait des carrières, bon, c'est harmonique, c'est mélodique, une guitare, un piano. À la batterie, c'est pour ça que les maisons de disques françaises ont dit, mais ce mec, il est fou. Ça ne marchera jamais, non? Tu as dû l'entendre, ça. Bah, je passais pour un mytho. J'étais certainement mégalo, parce qu'il faut l'être. Déjà, pour mettre ta tronche sur les affiches, il faut quand même, j'ose le dire moi, mais il faut quand même qu'on trimballe une dose. On est battu par les hommes politiques, mais voilà, ça part du même sens. C'est fou, oui, je n'analyse pas. Alors, on va passer à un album qui est très important. C'est peut-être pas le plus connu de tous ces albums, c'est Golden Touch. Je suis musique. Voilà, avec voilà, un visuel. Alors, tu parlais de Mégalo, là, c'est magnifique quand même. Ça, là, c'est un fan, un fan belge qui m'avait envoyé ça. Et j'ai trouvé ça. J'étais dans le trip provoque. Donc, Quentin, c'est un peu césarien, quoi, si on peut dire. Ah oui, là, c'est. C'est la photo d'ailleurs qui nous a inspirés après tout ça. Et ça, c'est un album qui contient un des morceaux, peut-être pas le plus samplé, mais en tout cas un des plus samplés, Rocket in the Pocket. On le retrouve dans le hip-hop, on le retrouve dans plein dans la ça a dance, été mon premier sample. Ouais. Et ça a été un énorme succès, on peut dire l'un des premiers hits de la hip-hop, avec un groupe qui s'appelle Run DMC. Et ils sont allés chercher, pas un sample, ils sont allés chercher ma façon de jouer. Dans un concert qui s'est passé en 82. Et tout le monde me disait, mais comment tu fais? Tu laisses faire, tu laisses faire. J'étais flatté et je ne pensais pas que ça marcherait. Et ça a été gigantesque. Et en plus, dans cet album, dans Rocket in the Pocket, j'ai demandé à Jimmy Page s'il voulait venir faire un solo. Il m'a dit oui, le guitariste de Led Zeppelin. Donc cet album était important. Un album important. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on sait que dans l'histoire du disco, là, je parle au sens large, il y a, à la fin des années 70, début des années 80, vraiment un disco bashing, le mouvement Death to Disco, enfin des trucs absolument incroyables. Normal. Est-ce que ça t'a frappé toi directement? Est-ce que tu l'as ressenti en tant que musicien? Parce que tu représentais le disco pour la France et l'international. Je ne me suis pas senti touché. Je n'ai même pas ressenti, c'est parce qu'en écoutant les gens et surtout les médias, de cette période qu'aurait pu être nostalgique pour moi dans les années 80, la disco. Mais à ces moments-là, j'ai eu la chance de produire La Petite Sœur Jackson. J'ai toujours été extrêmement occupé. J'ai fait beaucoup de scènes avec une grosse partie de Earth, Wind & Fire et de Yes. J'ai produit des gros événements, puis quand tu as un succès, on t'amène pour un... après, le Japon m'a demandé si je me sentais de faire le premier programme d'1h20 pour le lancement du premier satellite HD. Bah, tu dis oui, avec des moyens gigantesques. Donc là, j'ai repris Earth, Wind, Yes, enfin, on avait fait un gros mélange. Et cette fin de la pure disco qui est revenue aujourd'hui, la vraie, bah évidemment, comme les maisons de disques, les majors de la planète, pratiquement à part Atlantique, tous les gros trucs sortaient chez Atlantique, n'ont pas vu le train passer quand ils étaient imparables. Parce qu'après, il y a eu le Studio 54 qui est arrivé. La gros club new-yorkais. Discothèques, qui n'étaient pas des nightclubs, je t'expliquerai la différence après, que j'ai bien vécu. Bah, le Palace est arrivé. Dans tous les pays du monde, tu as eu des palaces, tu as des Studio 54. Et là, ils ont pris leurs artistes locaux, les stars locales, dans tous les pays, et ils ont leur titre, qu'ils avaient choisi d'être le prochain single. Ils demandaient aux producteurs de les arranger façon disco. Mais ce n'était pas de la disco, puisqu'ils n'ont pas compris, en fait, le mouvement pur disco, qui leur revient à la gueule aujourd'hui, d'ailleurs. Nous, les discothèques, c'était la controverse des nightclubs.
À l'époque, jusqu'en 75-76, les nightclubs, ils passaient une demi-heure de pop et une demi-heure de slow. Et puis, c'est vraiment ce que tu écoutais en radio. Avec avec un DJ qui parlait entre tous les titres, et ça. Et nous, on avait envie d'écouter de musique plus instrumentale, plus fait pour danser. Pas pour réécouter ce qu'on écoutait la semaine en voiture ou à la maison. Ce que je rencontre aujourd'hui, ayant pris les platines depuis 8-10 ans, et j'ai tellement fait de dates maintenant un peu partout dans des gros festivals, ben, les jeunes d'aujourd'hui, ils s'éclatent autant que ce que j'ai connu dans les discothèques. Les gens s'éclataient. La communauté gay, par exemple, est rentrée dans la filière parce que toute l'exubérance dont ils avaient envie d'exposer, c'était pas du voyeurisme vis-à-vis des gens, parce que tu pouvais te mettre des plumes dans les fesses, on ne te regardait pas plus que quelqu'un d'autre. Mais c'est une période où on a extrêmement osé. On était tous formés, les artistes, les créateurs, que ce soit des Good, des Gautier, des Warhol, ou dans la musique, ou dans les meubles. On cherchait à faire tout ce que les autres n'avaient pas fait. C'est-à-dire qu'il fallait se différencier. Ouais, il fallait être original, pas être comme tout le monde. Il fallait être original. C'est pour ça que cette période était extrêmement créative. Alors, il y a là un petit passage sur les années 80, donc un live, parce que... Donc voilà ce live. Ce qui était très étonnant, parce que a priori, c'est pas la musique qu'on imagine en live en concert, et pourtant, double live, Paris 83. Avec les percussionnistes de Santana qui m'avaient prêté. Et c'est dans cet album-là que Run DMC a samplé ma batterie. D'accord. Voilà. Et puis, alors, Jump Forward, on va aller un petit peu plus récent. Là, on est en 2016. Red Lips. Alors là, c'est un album assez étonnant parce qu'il y a beaucoup d'invités. Il y a des gens qu'on n'aurait pas imaginé. Et pourtant, c'est un grand batteur comme Tony Allen, par exemple. Bon, Aloe Black, des rappeurs, des chanteurs, des musiciens. Quand tu dis il est sorti trop tôt, c'est un album joué, c'est un album studio. Un peu tôt. Un peu tôt. Mais je ne me suis jamais occupé des modes ou des choses qui se passaient. C'est certainement aussi un petit peu pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Je suis resté sur mon chemin. Moi, je fais de la musique pour que les gens s'éclatent. Je prends un plaisir fou d'arriver sur scène. Ils ont la banane. On a fait un truc ensemble il y a quelques semaines. Ouais. Ils ont la banane, ils repartent. Ils ont toujours la même banane, sauf qu'ils sont en sueur. Les aider parce que c'est un peu de la séduction. Quand tu arrives sur scène, au début, tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est ça qui te procure d'ailleurs le trac toujours avant. Que ce soit des salles de 2000 ou de 20 000, je suis toujours envahi de trac. Parce que je suis envahi d'un jeu un peu de séduction. Il faut les... je monte pas sur scène. J'ai gardé cet esprit, en fin de compte, de groupe. Et même si je suis tout seul sur scène maintenant, mais je vais sur scène pour qu'on fasse un truc ensemble, quoi, qu'il se passe un truc. Alors, on en arrive à maintenant, donc octobre 2022. Et là, alors on a le vinyle arrive, Céron by Céron. Ils ont fait un graphisme qui rappelle un peu beaucoup toutes les époques. On voit du Supernature, on voit. Mais alors, c'est pas un album de remix. C'est pas un album de reprise. Explique-nous un petit peu le concept justement c'est le DJing qui m'a fait faire ça. En fin de compte, je me considère pas comme un DJ. Je suis pas DJ. J'ai pas cette formation. Je suis un musicien, donc je réagis pas pareil. Donc on m'a conseillé au tout début de prendre une Ableton. C'est une console dans laquelle je peux mettre plein de samples. Je peux mettre des cordes, des cuivres. Je peux mélanger les choses ici et là. J'ai des morceaux de titres. En tout cas, je fais du mélange, si tu veux. C'est en fin de compte un live mix plutôt qu'un DJ mix. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé, j'ai joué mes originaux, c'est-à-dire le côté vintage, que les gens voulaient. C'est ça qu'ils voulaient entendre. Et au fur et à mesure de l'évolution de ce qui se passe musicalement dans le monde, ben, j'ai changé mes sets constamment. Je fais pas toujours la même chose. Je suis allé même chercher des titres que j'aurais jamais imaginé en live pouvoir jouer sur scène. Donc j'ai vraiment mis les mains comme des musiques, des petits bouts de musique de Brigade Mondaine. Jamais j'aurais fait ça en live. Donc je me suis amusé au fur et à mesure,
mes titres, puisque je ne joue que mon répertoire sur scène, mes titres, je les ai amenés à une mouvance sans m'en rendre compte vraiment, à aujourd'hui. Tout ça par les réactions du public. Donc c'est vraiment un album que j'ai produit sur scène. Et d'un seul coup m'est venue l'idée de prendre les acapellas des 16, on peut dire, plus importants de mes hits. J'ai tout reproduit ici. Et donc j'ai pris les acapes, on a reproduit en dessous certains titres en minimisant les harmonies. On est un petit peu on minimise aujourd'hui, on ne développe pas trop. Une fois que ça a été fait, je les testais chaque week-end, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis. Je testais, donc je voyais bien ce qu'il fallait, ou ce qui me manquait, ou à tel moment quand ça redescend. Parce qu'en fait, c'est un album et c'est un set entier d'1 heure. Et après que la prod a été faite, j'ai enlevé les acapes, j'ai pris un chanteur anglais, Brendan Lewis, qui est l'un des chanteurs, je disais, de Disclosure, et je lui ai fait chanter tout l'album. Et puis j'ai commencé à le faire en 7. Et ça a été incroyable. Donc ma maison de disques me dit, il faut sortir ce 7. Est-ce que tu es d'accord? C'est un album. Ah bon, ok. Après, on a fignolé très peu de choses, parce que c'est vraiment les chansons que j'ai composées il y a très longtemps, produites aujourd'hui, avec un même chanteur sur tout l'album, comme je faisais dans mes premiers albums. D'ailleurs, j'avais toujours les mêmes voix. Je trouve qu'aujourd'hui, sans citer de nom, il y a certains albums, on dirait un podcast ou une émission de radio. S'ils prennent les plus grands chanteurs de la planète, ouais, mais bon. Moi aussi, je le fais. Mais je le fais avec en coup à côté. Quand je signe un album, moi, j'aime bien qu'il y ait un univers. Donc, les gens qui écoutent ça, s'ils aiment, ils vont rester pendant 1 heure dans cette même cocon de sonorité. J'essaie toujours de trouver des arrangements dans la chaleur, Ouais, moi, j'aime bien voir les gens transpirer, quoi. Je voudrais presque que ça sente la transpiration. Leur donner la fessée, comme disait Bob Sinclair, c'était une de ses expressions pour parler de comment il fallait que les danseurs dans les discothèques soient... voilà. Ah, moi, je leur fais pas peur en tentant de les frapper. Au contraire, j'essaie de les séduire. C'est de la séduction dans le sexy, moi. J'essaye de les alpaguer, comme on dit. Donc là, on a Give Me Love, on a Supernature, on a You Are The One, morceau très samplé aussi, d'autres moins connus. Tu disais que ton public, c'était toujours du 18-35 ans. Comment est-ce que tu expliques justement ce renouvellement, le fait qu'il y ait toujours des gens qui sont intéressés par les nouveaux morceaux de Céron ou les classiques de Céron? Comment je peux l'expliquer? Je ne l'explique pas. Je pense que... Alors, j'ai plusieurs petites idées. On peut dire j'ai tellement été samplé. J'ai dû avoir 150, 200 samples. Sur ces 200 samples, il y en a une cinquantaine qui ont été associés à des hits, des gros hits. Donc, et quand on me sample, c'est mon groove qu'on sample. C'est ma batterie, comme Ron DMC, avec mes basses et ma couleur instrumentale, si tu veux. Je pense que ça, associé avec des nouvelles top lines, nouvelles mélodies, et puis édité, ils ont un sens. Pour ça qu'on les reconnaît comme des artistes aujourd'hui, des DJ. Parce que c'est vraiment de la création, c'est une autre manière de faire de la musique au lieu de gratter, c'est avec une souris ou avec le pouce, mais c'est créatif quelque part, c'est fait pour les oreilles. Marc, vraiment, le seul problème, c'est qu'on n'a pas 2 jours, mais ça les mériterait pour parler de tous ces choses. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur le Rewind. Je rappelle donc que là, ton actualité pour le moment, c'est Céron by Céron, donc double album vinyle, CD, digital, donc non pas une compilation, mais une recréation, un set de DJ qui nous ramène. Comme ça, je me réjouis d'accompagner un nombre, si ça devient comme le Céron by Bob Sinclair, un nombre incalculable de gens qui vont, ou des anniversaires ou chez eux, quoi que ce soit, faire des fêtes. Ça me fait plaisir à l'idée de ça, de les accompagner une fois de plus pour qu'ils s'envoient en l'air. 50 ans après Congas, mesdames, messieurs, Céron est toujours là. Merci encore une fois. Le Rewind avec Céron, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la page. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Merci, à plus et encore une fois, merci, Mr. Céron. C'est moi qui te remercie.